Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des casse-têtes. Au début de la pandémie, alors que plein de compagnies devaient fermer, l'industrie du casse-tête a eu, elle, une incroyable surprise. Ses ventes ont plus que doublé du jour au lendemain. Non seulement faire des casse-têtes, c'était une belle façon de passer le temps à la maison et de se changer les idées, mais c'était aussi un moyen d'avoir un certain sentiment de contrôle sur nos vies. Et étonnamment, c'était pas la première fois que le casse-tête jouait ce rôle dans une période difficile. L'histoire du casse-tête, voici Sophie Croteau. Le premier casse-tête serait l'invention de John Spilsbury, un graveur et cartographe britannique qui avait une petite boutique de papeterie. Quelque part dans les années 1760, il aurait eu l'idée de coller une carte sur du bois pour ensuite la découper par territoire et la vendre comme outil éducatif pour apprendre la géographie aux enfants. Vers la fin du 19e siècle, on commence à coller d'autres types d'images sur les casse-têtes et on les présente comme passe-temps pour les adultes. Leur popularité s'accentue rapidement aux États-Unis et au début du 20e siècle, deux inventions accélèrent leur distribution. Le contreplaqué et la scie sauteuse, qui leur donnent d'ailleurs le nom anglais de Jigsaw Puzzle. On peut enfin faire des productions moins coûteuses parce que le matériau est moins cher et qu'on peut les couper plus rapidement. Ce sont souvent des femmes qui travaillent dans les usines pour faire la coupe, qui suivent généralement les changements de couleur, un peu comme de la peinture à numéros. Les pièces ne s'emboîtent donc pas les unes dans les autres et surtout, on n'a pas d'image pour se repérer. Juste un titre pour nous donner une idée du résultat. En 1908, un casse-tête de 500 pièces coûtait environ 5 $. À une époque où le salaire moyen est de 50 $ par mois, c'est donc un passe-temps pour les plus fortunés qui les emportent avec eux en vacances à leur maison de campagne. C'est seulement quelques années après la Grande Dépression, au début des années 30, que les ventes de casse-tête explosent. Plusieurs personnes au chômage découvrent ce jeu qui permet de tuer de longues heures à moindre coût, surtout qu'il est désormais possible de les louer pour quelques sous par jour. Des architectes et des charpentiers sans emploi commencent aussi à en fabriquer eux-mêmes et à en vendre dans leur communauté, ce qui aide à les démocratiser. Quelques innovations voient aussi le jour, comme les pièces emboîtables, mais aussi les figure pieces, qui sont des morceaux qui ont la forme d'un objet ou d'un animal et qui aident donc à placer les pièces autour. Les premiers casse-têtes en carton arrivent à la fin des années 30 parce qu'on doit rationner le contreplaqué pour la guerre, ce qui rend les casse-têtes plus abordables que jamais, mais qui annonce aussi la disparition graduelle des casse-têtes en bois qui sont trop dispendieux à produire. Le casse-tête ne change pas beaucoup pendant tout le 20e siècle, jusqu'à l'arrivée des fameux casse-têtes 3D en 1991, qui représentent généralement des bâtiments célèbres dont on peut reproduire l'architecture. Appelés Puzzle 3D, ils sont l'invention du Québécois Paul Galland qui l'a commercialisé en 1991 avec la compagnie Rabbit et qui a ensuite été racheté par Hasbro en 1993. Aujourd'hui, l'industrie du casse-tête va mieux que jamais avec des choix d'images pour tous les goûts, le retour des casse-têtes en bois maintenant coupés au laser et même des compétitions de vitesse. Si les gens aiment autant les casse-têtes, c'est entre autres parce qu'ils offrent des bénéfices cognitifs à long terme. Ils améliorent la mémoire à cause du degré de concentration demandé et de la mémorisation de la position des pièces, mais font aussi travailler la résolution de problèmes, la logique et la pensée analytique. Physiquement, ils travaillent aussi la coordination des yeux et des mains à cause du repérage de pièces, en plus de réduire le stress en provoquant une relaxation similaire à celle de la méditation. Et évidemment, c'est sans compter qu'ils nous font développer notre patience et notre persévérance et nous donnent surtout un immense sentiment de satisfaction une fois qu'ils sont terminés. Les mots croisés sont devenus également populaires à la même époque, autour de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils étaient un bon moyen de passer le temps et de se détourner du stress de la guerre. En plus, on sait que toutes les formes de casse-tête sont bonnes pour notre cerveau et peuvent même aider à combattre la démence et la maladie d'Alzheimer, même si les neurologues nous recommandent surtout de varier les activités plutôt que de n'en faire qu'une seule. Merci beaucoup, Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.